Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Étienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, rien ne va plus entre les deux tendances au sein du M23. C'est ainsi que l'on signale une reprise des hostilités entre les deux factions du mouvement rebelle. Quelle lecture doit-on avoir de ces derniers développements? À mon avis, tout va bien entre les deux factions du M23. Le M23 avec les autres mouvements rebelles pro-rwandais comme l'AFDL, le CNDP, le RCD, nous ont habitués à ce genre de théâtre. C'est un théâtre très bien conçu et très bien manipulé par des experts. Ces deux fractions font semblant de s'opposer et elles en profitent pour exterminer les Congolais. Vous savez par exemple que du côté de Kichanga, il y a plusieurs de nos compatriotes qui ont été massacrés comme des bêtes sauvages, et il y a des villages entiers qui sont vidés de leurs habitants. La procédure est la suivante: faire semblant de s'opposer, théâtraliser cette opposition et passer au massacre, au génocide des Congolais. Les deux factions du M23 dont vous parlez sont soutenues par le Rwanda, dont certains militaires franchissent allègrement les frontières du Congo pour pouvoir entretenir ces deux fractions du M23 dans leur sale besogne. Je vais donner un supplément d'information, si vous le permettez bien. Le fait qu'on ait accepté, le fait que le gouvernement usurpateur de Kinshasa ait accepté d'organiser un dialogue avec le M23, cela a permis aux infiltrés du Rwanda qui étaient dans le M23 de pouvoir rester sur notre territoire. Alors, il y a une coordination de travail qui se fait entre les militaires rwandais qui étaient déjà sur notre territoire et qui y sont arrivés par le canal de l'AFDL, du RCD et du CNDP. Et maintenant, avec le M23, cette coordination-là fait que le travail qui avait été prévu se poursuive. Le travail d'extermination des Congolais pour pouvoir avancer l'implosion du pays et permettre à cette partie de notre pays d'appartenir au vu, au su de tout le monde, au Rwanda. Même si, comme je vous le disais dernièrement, au département d'État, cette partie de notre pays est déjà rwandaise. Nous n'avons pas à nous laisser leurrer par ce théâtre-là, qui est un théâtre de mauvais goût, un théâtre satanique et cynique, qui signifie tout simplement que le Rwanda, avec ses parrains, poursuivent leur projet de balkanisation et d'implosion du Congo, mais ils poursuivent aussi leur travail de pillage des matières premières stratégiques de notre pays par l'entremise des différentes factions, des rébellions qu'ils ont soutenues, dont les deux factions du M23. Par ailleurs, suite à la visite de Kabila chez Museveni, les unités mobiles des FARDC qui avaient chassé les FDLR et les Mai Mai à Rutshuru ont finalement quitté cette cité meurtrie au profit des troupes des Sultani Makenga. Et c'est après une longue réunion organisée à Bunagana par la communauté des pays des Grands Lacs pour clarifier les ambitions du nouveau leadership du M23 par rapport au pourparlers en cours à Kampala. Monsieur Mbelou, qu'est-ce qui peut expliquer une telle stratégie de la part de l'armée congolaise de se retirer
des Rutshuru. Remarquez très bien que il y a eu une rencontre dont nous avons parlé entre Kabila, Museveni et Kagame avant ou pendant qu'on pensait au début des négociations entre le M23 et le gouvernement usurpateur de Kinshasa. Et ce contact-là a été déterminant pour la suite des opérations. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu entre le M23 et les délégués du gouvernement usurpateur de Kinshasa, tout cela n'a été que du théâtre. Les grandes décisions avaient été déjà prises par le trio dont je viens de parler. Et maintenant, quand il retourne chez Museveni, c'est pour faire une évaluation du travail qu'il a abattu depuis qu'ils se sont rencontrés. Et le travail avance. Contrairement à ce que nos compatriotes qui participent à cette extermination de nos populations nous font penser, lui, M. Joseph Kabila, et lui, M. Museveni, avec leur ami M. Paul Kagame, ont un plan qu'ils sont en train de réaliser petit à petit. Ah, c'est là que vous devriez comprendre que quand nos militaires, qui ne semblent pas comprendre grand-chose à ce qui se passe réellement, ont semblé occuper les territoires qu'occupait auparavant le M23, et on leur a demandé de pouvoir déguerpir de façon que les M23 reviennent dans ces territoires-là et poursuivent le travail d'extermination des populations congolaises. Comme je vous le disais dans notre dernière émission, ce monsieur-là, avec ses amis, Museveni et Kagame, ont une mission précise. C'est celle d'exterminer les Congolais pour pouvoir occuper les territoires de l'Est. Et je suis de plus en plus convaincu, c'est une conviction personnelle qui peut rentrer dans le cadre d'une hypothèse, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils se sont rendus compte que les Congolais, certains d'entre nous qui travaillent avec eux, dès qu'ils ont la possibilité de s'habiller en costume cravate, d'aller à l'Assemblée nationale qui est une caisse de résonance de la balkanisation de notre pays, dès qu'ils peuvent avoir quelques postes dans le gouvernement usurpateur, ils peuvent vendre tout. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et comme ils ont essayé, qu'ils ont trouvé qu'ils peuvent, avec ces compatriotes-là, acheter tout notre pays, ils y vont petit à petit. Je crois que je ne vous informe pas en vous disant qu'il y a au moins 3000 militaires rwandais à Kananga, à l'EFO. Ce ne sont pas des militaires à envoyer là-bas pour nos beaux yeux. C'est tout un plan qui est bien concocté, qui va pouvoir se poursuivre. Il y a des compatriotes qui estiment que, bon, à un certain moment, il faudrait leur laisser l'Est, puis nous occuper du reste. Non, ils ne vont pas s'arrêter à l'Est. Leur problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des Congolais achetables à moindre prix, et ces Congolais achetables à moindre prix peuvent avoir de l'influence sur les masses ignorantes et leur permettre de pouvoir acheter tout le pays. Ils y vont, et petit à petit, lentement, mais sûrement, ils ne pourront renoncer à ce plan que quand les masses populaires congolaises pourront devenir critiques autour de l'un ou l'autre leader charismatique et décider d'arrêter ce jeu-là. Sinon, ils ne vont pas l'arrêter. Ils vont aller jusqu'au bout avec le soutien de leurs parrains et des multinationales occidentales. Monsieur Mbelou, par Radio France Internationale, nous avons appris cette semaine que Joseph Kabila serait prêt à signer un accord avec les mouvements rebelles M23 tendance Makenga. Donc, nous voilà donc arrivés au scénario du bon et du mauvais M23.
Selon vous, quels seraient les bons et les mauvais M23? Il n'y a pas de bons et de mauvais M23. C'est dans la théâtralisation de la guerre, dans la théâtralisation de la guerre, dans la théâtralisation cynique de cette guerre, qu'ils essaient de nous présenter le M23 de Makenga comme étant le bon et le M23 de Ntaganda avec Roniga comme étant le mauvais. Mais ils ont dans leur plan cette façon de fonctionner là. Souvenez-vous, M. Etienne Ngandou, que à un certain moment, le CNDP s'est aussi divisé en deux. Il y avait d'une part le CNDP d'Onkunda et d'autre part le CNDP de Ntaganda. Et à ce moment-là, le même monsieur Joseph Kabila avait fait croire au monde entier avec monsieur Lambert Mende que Ntaganda était indispensable à la paix au Congo. Voilà que la paix n'ayant pas réussi à régner au Congo, ils utilisent encore le M23 pour la même sale besogne. C'est-à-dire, la politique, c'est de pouvoir subdiviser le plus possible les factions rebelles qui travaillent avec le pouvoir usurpateur de Kinshasa pour qu'il y ait toujours une faction en attente d'une négociation, c'est-à-dire en attente d'une insertion officielle dans les institutions du pays. Vous ne pouvez pas vous réaliser, M. Tenlandou, que ceux qui au Congo luttent les mains nues sont traités comme des rats sauvages, comme des bêtes sauvages. Regardez, peut-être qu'on y reviendra dans l'émission, le sort qu'on a réservé à nos compatriotes qui n'ont commis aujourd'hui comme crime que d'aller chercher à accueillir leur leader à l'aéroport. Ce monsieur-là, avec sa police instrumentalisée, est incapable d'imposer le même sort au M23, que ce soit de Makenga ou de choses de Bosco Tangada. Donc, ne nous laissons pas berner par cette théâtralisation cynique de la guerre. N'oublions pas surtout que c'est une même guerre de basse intensité au cours de laquelle les milices, les rébellions fomentées par le Rwanda aident les multinationales à acquérir à moindre frais les matières premières du Congo et, dans l'entretemps, à pouvoir travailler à l'implosion de notre pays. Cette théâtralisation cynique, malheureusement, retient l'attention de certains de nos compatriotes au point de nous faire croire qu'il y a d'une part le bon M23 et d'autre part le mauvais M23. Je me répète en disant que tout cela participe de la théâtralisation de la guerre de basse intensité, une théâtralisation cynique qui provoque le génocide, qui poursuit le génocide congolais, malheureusement, avec l'aval de certains d'entre nous qui ont mis la poche à l'endroit de leur ventre, donc des élites compradors qui ont vendu leur cœur et leurs esprits pour pouvoir avoir quelques billets de banque. Très bien. Un groupe d'intellectuels et universitaires congolais a publié un texte dans lequel, je cite, il condamne avec force l'accord d'Addis Abeba dans l'esprit de sa lettre, qui répand à son compte toutes les revendications du M23 et prend en fait fait et cause pour ces mouvements des criminels. Je cite le texte tel qu'il a été écrit, et que sur le plan des injonctions imposées à la RDC, Monsieur Mbelou, est-ce la bonne attitude à avoir par rapport à cet accord? Que peut-on faire de plus au-delà de dénoncer? Ah oui, il y a déjà quelque chose de positif. Il y a quelque chose de positif, c'est que, contrairement à ce que plusieurs d'entre nous pensent, il y a des minorités organisées à l'extérieur et à l'intérieur du Congo
qui ne restent pas les bras croisés, qui se battent. Chapeau à ce collectif d'intellectuels et universitaires congolais qui a compris qu'il ne devrait pas rester les bras croisés pendant que les élites compradors politiciennes sont en train de vendre leur pays. Maintenant, il est important d'aller au-delà de la dénonciation, c'est-à-dire, il est important de pouvoir faire des propositions concrètes pour la reprise de notre souveraineté nationale. Nous ne devrions pas oublier que jusqu'à ce jour, notre pays est sous occupation des forces étrangères, mais aussi sous occupation de l'ONU. Ces intellectuels qui ont déjà donné une très très belle conférence à l'université de Kinshasa devraient nous aider à aller un peu plus loin dans l'étude, dans l'approfondissement des propositions de la reprise de l'initiative de notre pays par nous-mêmes. Je pense que nous pouvons leur faire confiance. Ils abattent un travail titanesque sur place et notre souci sera de pouvoir travailler davantage en synergie avec ce groupe qui est prêt à consentir des sacrifices pour que notre pays puisse sortir du tunnel. Le quotidien Le Potentiel a également écrit cette semaine ceci, en remettant en cause les fondamentaux d'un État moderne et souverain. L'accord cadre d'Addis Abeba a ouvert la voie à l'émiettement de la République démocratique du Congo. Partagez-vous cette analyse? Mais je partage tout à fait cette analyse-là. N'oubliez pas que je suis co-auteur d'un livre intitulé La RDC face à la balkanisation et à l'implosion du pays. Et vous-même avez fait allusion lors de notre dernière émission à l'un de mes articles publiés sur cet accord cadre. Je partage tout à fait le point de vue du journal Le Potentiel en rappelant à nos auditeurs ceci, que quand Johnny Carson a osé affirmer qu'ils allaient, eux, aider le Congo comme ils l'ont fait en ex-Yougoslavie et au Soudan, après que Herman Cohen ait dit qu'au département d'État, le Nord Kivu appartient au Rwanda, après que Ban Ki-moon se soit trompé à l'Assemblée générale de l'ONU en appelant M. Kagame président de la République démocratique du Congo, tous ces faits-là ne mentent pas. Il y a un plan bien orchestré pour l'implosion de notre pays. Et tous ces articles qui reviennent sur cette question-là doivent être capitalisés, doivent être étudiés et approfondis. Et je le dis parce que je sais que ceux qui nous font réellement la guerre ne reculent pas facilement sans avoir atteint le résultat ou sans avoir rencontré une résistance semblable à celle qu'ils rencontrent aujourd'hui en Syrie. Vous savez que pour faire face à cette résistance qu'ils rencontrent aujourd'hui en Syrie, ils ont dû chercher à négocier avec la Russie. Voilà, nous sommes seuls face à des ennemis extérieurs, face à des ennemis intérieurs, et nous n'avons aucun pays, aucun grand pays, aucune grande puissance qui vient à notre secours. Nous nous battons main nue contre les grandes puissances sur le déclin de ce monde, et nous sommes seuls. C'est là notre misère, c'est là notre malheur. Peut-être que demain, l'une ou l'autre puissance pourra nous donner un coup de main, mais pour le moment, je remarque que nous sommes seuls et que nous nous battons main nue avec sur notre dos nos millions de morts. Très bien. Anissé Mobé, qui est un intellectuel congolais, n'y croit pas aussi du tout dans cet accord. Et il insiste sur un point très important pour dire que les intérêts du peuple congolais
divergent totalement de ceux de la classe politique, qui, selon lui, tire toute sa légitimité de l'extérieur. Est-ce une analyse qui décrit bien le Congo de Joseph Kabila d'aujourd'hui? Et Anissé Mobi dit aussi dans cette analyse-là que les rébellions, comme le pouvoir usurpateur en place, sont issus tous de la guerre. Ce sont le pouvoir en place est une émanation de l'AFDEL qui avait été une fabrication du Rwanda et de l'Ouganda, et les rébellions qui sont en train de se multiplier au Congo aujourd'hui dans le M23 sont une émanation du CNDP, mais aussi des créations, des créatures de l'Ouganda et du Rwanda. C'est cela qui fait que, à un certain moment, et ces rébellions-là et le pouvoir usurpateur en place au Congo donnent l'impression de marquer certains désaccords, ce qui est faux. Ces rébellions et le pouvoir usurpateur de Kinshasa ont les mêmes intérêts, et des intérêts qui sont, comme Anissé le dit, tout à fait contraires à ceux du peuple congolais. Quand le peuple congolais, dans son immense majorité, a cherché à élire celui qui pouvait garantir ses intérêts, ces votes ont été détournés, et de la manière la plus chaotique que cela a été dit. Et encore une fois, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, au retour de ce leader charismatique du Congo, de son voyage de l'Afrique du Sud, nos masses populaires qui ont cherché à aller l'accueillir ont été dispersées par la police à la solde du pouvoir usurpateur en place au Congo. Pour vous dire qu'effectivement, Anissé Mobé a raison, les criminels au pouvoir n'ont pas d'intérêt à partager avec nos masses populaires. Ils partagent leurs intérêts avec quelques élites compradors qui ont mis, comme je le disais il n'y a pas longtemps, la poche à l'endroit de leur ventre. Ils ont pour Dieu, comme le dirait l'apôtre Saint Paul, leur ventre. Très bien. Le comité permanent de la conférence épiscopale au Congo a adressé à Joseph Kabila un mémorandum. L'avez-vous lu et qu'en avez-vous pensé? Je l'ai lu et j'ai pensé bien des choses de ce mémorandum-là. Je ne l'ai pas lu seul. J'ai partagé ce mémorandum avec certains compatriotes et certains confrères prêtres. L'analyse que le mémo fait est très profonde, mais cette analyse me pose quand même quelques questions. Je vais vous les énumérer. À partir de quand la conférence épiscopale du Congo a-t-elle accepté que le processus électoral qui a eu lieu chez nous l'était selon les règles de l'art? Il n'y a pas eu de recensement. Et quand les résultats de ces élections-là ont été proclamés, quand on commençait à proclamer les résultats de ces élections-là, l'un des membres de la conférence épiscopale du Congo, le cardinal Monsengo, a dit que les résultats de ces élections-là n'étaient conformes ni à la vérité, ni à la justice. Il me semble contradictoire que aujourd'hui, la conférence épiscopale du Congo désigne M. Joseph Kabila comme étant le président du Congo. Il aurait peut-être mieux fallu que cette conférence épiscopale du Congo puisse désavouer publiquement le message de Monseigneur Monsengo et dire non, Monseigneur Monsengo, le cardinal Monsengo était en erreur quand il a avoué que les résultats de ces élections-là n'étaient conformes ni à la vérité ni à la justice. Mais comme la conférence épiscopale du Congo n'a pas dit cela, moi je me pose cette question-ci. Est-ce qu'elle ne serait pas
en train de trahir la vérité et la justice au nom de je ne sais quel réalisme? C'est la première question que ce mémo me pose. Une deuxième question est la suivante, et je me la pose avec monsieur Ambawechi. Pourquoi? Dans le mémo, la conférence épiscopale nationale ou le comité permanent dit qu'elle va tout faire pour pouvoir empêcher que le pouvoir usurpateur actuel ne puisse toucher à l'article 220. Et dans son édito, Ambawechi pose entre autres cette question-ci. Qu'est-ce qui reste encore de cet article? C'est bien beau de dire que une campagne sera menée pour que le pouvoir usurpateur actuel ne puisse pas toucher à l'article 220. Mais c'est aussi mieux de lire cet article-là et de nous dire ce qu'il en reste. Une deuxième question. Une troisième question que je me pose avec, encore une fois, M. Ambawechi est la suivante. Quelles sont les marges de manœuvre du comité permanent des évêques congolais? Quelles sont les marges de manœuvre de la conférence épiscopale nationale congolaise qui lui permettraient de créer des barrières pour que le pouvoir usurpateur actuel ne puisse pas trouver des arrangements pour modifier l'article 220? Et si je pose cette question, M. Tengandou, c'est parce que elle me renvoie à ce qu'il y a eu pendant les élections. La conférence épiscopale nationale du Congo avait prévu qu'il y ait dans chaque bureau des élections des observateurs. Je n'ai pas vu nos pères évêques mettre sur la place publique les résultats issus des observateurs de l'Église catholique. Comment puis-je croire que cette fois-ci sera la bonne, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pu faire pour pouvoir appuyer le cardinal Monsengo, ils le feront demain quand la Constitution pourra être modifiée. Donc, je mets un peu mes réserves. Ils ont un peu plus, ils peuvent avoir plusieurs tours dans leur manche. Ce sont des acteurs du terrain, ils pourraient nous surprendre. Mais quand j'examine la pratique de la conférence épiscopale nationale depuis les élections jusqu'à ce jour, je ne vois pas comment elle pourra demain opérer des miracles. Ma prière est que elle nous surprenne, mais sa pratique, quand je la partage avec certains confrères, avec certains compatriotes, cette pratique pose ces quelques questions et qui constituent pour moi, en tant que membre de l'Église du Congo, de sérieuses inquiétudes. Est-ce que nous ne serions pas, en tant qu'Église, en train d'appuyer un système injuste, mafieux, au nom de ce qu'on appelle au Congo le réalisme politique? Voilà quelques questions que je me pose au sujet de ce mémo, si vous voulez bien. Ah, très bien. Cette semaine, M. Léon Kengo Adondo, président du Sénat congolais, a été reçu, plus précisément le mardi 5 mars, par la Commission des relations internationales et défense du Parlement belge. Il y a donné sa lecture de la situation à RD Congo au lendemain de la signature des accords d'Addis Abeba. Monsieur Mbelou, vous paraît-il convenable qu'un responsable politique congolais passe un oral dans une commission du Parlement belge? Et puis, une autre question, quelle est la charge actuelle de ce responsable politique? Il a été président du Sénat, mais il a été pour l'exercice passé du pouvoir. Il y a d'abord un abus. Moi, je ne peux pas comprendre que les élections bidons ayant été organisées, on puisse avoir un Sénat qui n'est pas issu de ces élections bidons-là. C'est pour vous dire que au Congo,
on organise les choses aujourd'hui comme on le ferait dans n'importe quelle république moins que bananière. Une première considération. Une deuxième considération. C'est bien de pouvoir étudier la vie politique de ce monsieur-là. Il a toujours été chez nous dans les fonctions qu'il a occupées comme légat du monde extérieur que nous appelons abusivement aujourd'hui communauté internationale. On ne peut quand même pas faire comme si le Congo n'appartenait pas à la communauté internationale et que la communauté internationale était réduite à ces quelques pays membres du comité de sécurité et leurs alliés. Deuxième considération. Une troisième considération. Nous vivons en Europe. Ces pays sont au bout du rouleau, que ce soit la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne. On peut même aller jusqu'aux États-Unis. J'ai sur ma table un livre que j'ai déjà cité une fois, intitulé Quercus Politicus, qui prouve à suffisance que tous ces pays dont nous parlons ne jouissent plus de leur souveraineté. Il y a eu le week-end dernier sur Euronews un politicien britannique qui a dit à une voix haute et audible que l'Union européenne n'est pas une démocratie. Et vous prenez Quercus Politicus de Christophe Deloire et Christophe Dubois, c'est écrit noir sur blanc. Je vous ai renvoyé à une conférence d'un gaulliste français, François Asselineau, responsable de l'Union populaire républicaine. Vous examinez cette conférence, vous vous convainquez avec moi que tous ces pays ne sont plus des souverainetés respectables. Vous prenez la dernière intervention de M. Laurent, lui, au Parlement fédéral belge il y a quelques jours, vous apprenez que tous ces pays ne sont plus des démocraties du tout. Et ils ont vendu leur âme à la finance. Je peux encore évoquer un autre... oui, attendez. Oui. Pour revenir au cas de Kengo qui nous concerne, est-ce que son attitude ne rejoint pas ce que Anissé Moubé a affirmé sur TV5, c'est-à-dire une classe politique qui tire toute sa légitimité de l'extérieur? Donc, M. Kengo ne doit rien aux Congolais. Hein, il vient faire son oral ici en Belgique. Pour lui, cela ne vaut pas la peine qu'il se présente devant les Congolais pour rendre compte de son action politique. Il y a ça, mais il y a plus. Il y a plus, c'est-à-dire que la théâtralisation politique dont nous parlons au Congo est aussi une réalité dans plusieurs pays européens, dont la Belgique. C'est-à-dire, ce théâtre-là est monté pour donner l'impression qu'ici ça va mieux, alors que vous n'avez qu'à écouter Laurent, lui, à qui on ne donne pas suffisamment de temps comme on l'accorde à d'autres députés, pour vous convaincre que ce n'est pas vrai, c'est faux. Et j'allais citer un autre livre, les indignés de Caen. Et vous lisez toute cette littérature-là, vous vous rendez compte. Et si je vous renvoie encore à au livre de ma mémoire, le livre de ma mémoire de Daniel Mitterrand, vous vous rendez compte que ce que ces gens disent officiellement, ça n'a rien à voir avec la réalité. On a vu ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que ces gens n'appellent pas les responsables portugais et espagnols et grecs pour leur soumettre à un oral? Ils appellent Kengo. C'est pour aller dans le sens d'Anissé Moubé. Ce sont les gens comme les Congolais qui tirent leur légitimité de l'extérieur, mais un extérieur qui n'a plus de leçons à donner au Congo. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous n'avons plus rien à apprendre de l'Occident. Non, nous n'avons plus rien à apprendre. Si nous avons des leçons à apprendre, c'est des pays comme ceux de l'Amérique latine qui aujourd'hui
ont donné suffisamment de preuves qu'ils pouvaient conduire à bon port un socialisme du 21e siècle, comme l'a fait si bien Monsieur Hugo Chavez, comme le fait si bien Rafael Correa, ou encore une fois qui c'est Evo Morales. Donc, nous ne devons pas être complexés devant tout ce théâtre. C'est de la mise en scène qui ne sert plus à rien. Hein. Ce sont des pays qui sont coincés, qui ont vendu la démocratie au marché financier. Et bon, ils poursuivent leur théâtre et ça ne peut émouvoir que ceux et celles qui ne connaissent pas leur fonctionnement de plus près. Très bien. Retour mouvementé aujourd'hui à Kinshasa pour Étienne Tshisekedi. Hein. En effet, la police a dispersé les militants de son parti, partis à l'aéroport d'Njili pour l'accueillir. Monsieur Mbelou, quand Lambert Mende affirme que la RDC est parmi les pays les plus avancés dans les droits de l'opposition, qu'est-ce que cela vous inspire, ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa? Je m'excuse de rigoler. Et je vous renvoyais la dernière fois à une conférence donnée par M. Bill Clinton à NTB. Je pense que ça devrait être vers les années entre les années 85 et 90 ou 95. Je n'ai pas l'année exacte. Et dans sa conférence, M. Bill Clinton parlait de la démocratie en développement. C'est-à-dire que tout ce que Museveni a fait en Ouganda, c'est que Kagame est en train de faire au Rwanda, et ce que Kabila fait au Congo, tout cela peut être considéré comme étant des étapes de l'avancement de la démocratie. Je rigole parce que ce sont des concepts vides. Mende peut s'époumoner, mais il ne mettra pas un peu de contenu dans ce qu'il dit. Vous vous imaginez un homme politique de la trempe de M. Etienne Tshisekedi qui revient dans son propre pays après un voyage à l'extérieur et qui ne peut même pas être accueilli par les membres de son parti politique. Pourquoi? On prétend que l'accueillir serait perturber l'ordre public ou la circulation, et on en profite pour taper sur les militants, les arrêter et puis les enlever. Ce sont les pratiques des criminels. On a cru que ces criminels-là, on nous a fait croire, malheureusement, que ces criminels-là pouvaient se transformer en hommes d'État, mais ils n'ont jamais appris ce que signifie faire la politique. Ils ont créé des alliances et des synergies avec le capitalisme sauvage qui a comme fondement la violence, et c'est cela qui est en train de se faire chez nous, de se reproduire chez nous à tout bout de champ. Et c'est ainsi que ces messieurs-là ne peuvent dialoguer qu'avec ceux qui sont aussi ensauvagés qu'eux, ceux qui prennent les armes comme les membres du théâtre qu'ils organisent du M23. Donc ils n'entendent aucun autre langage que le langage des armes. Mais cela étant, est-ce qu'ils ne provoquent pas, ils ne provoquent pas les compatriotes pour qu'ils adoptent leur langage, qui est un langage sauvage? La politique, ce n'est pas l'art du recours aux armes, c'est l'art du recours à ceux qui nous distinguent des bêtes sauvages, c'est l'art du recours au langage, c'est l'art du débat par le recours au langage pour pouvoir édifier la cité, à commencer par la base. Or, eux détruisent la base, Kingasani, Massina, etc. Donc, dans une pratique éthique et morale de la politique, le recours aux armes ne peut être permis qu'en cas de légitime défense. Si le recours aux armes maintenant chez nous, sans que ce soit en cas de légitime défense,
il confirme le fait que ce sont des usurpateurs. Ils ont peur que le peuple ne puisse prendre le pouvoir en plébiscitant l'homme qu'il a élu malgré le chaos provoqué par les élections bidons de 2011. Très bien. Pour finir, un mot sur Hugo Chavez, hein, qui vient de décéder. Personnage haut en couleur, Hugo Chavez était un dirigeant très populaire dans son pays, voire dans toute l'Amérique latine. Monsieur Mbelou, pourquoi l'Occident s'obstine-t-il à le présenter comme un dictateur? J'aurais voulu, Monsieur Tenlandou, que nous puissions commencer cette émission par échanger sur ce grand homme, ce rare grand homme que l'histoire ait connu. Et Dieu merci, son peuple a demandé qu'il puisse être immortalisé comme les autres grands de l'histoire, comme les Staline, les Lénine et les Mao. Pourquoi voulez-vous que l'Occident puisse plébisciter Monsieur Chavez? L'Occident, je venais de vous dire que l'Occident lutte contre la démocratie, que plusieurs pays occidentaux ont perdu leur souveraineté au nom du marché financier. Comment voulez-vous qu'un monsieur qui a redistribué les dollars gagnés après la vente du pétrole en les mettant au service de l'éducation, au service de la santé, au service du logement et au service des communes pour qu'elles puissent organiser des coopératives, comment voulez-vous qu'un monsieur qui a aidé son peuple à pratiquer la démocratie participative puisse être supporté par des gouvernements qui n'ont rien à voir avec leur population? C'est impossible. C'est impossible. Dans un marché financier, ce sont les banques, ce sont les traders qui sont les chefs des pays dans lesquels nous vivons et qui critiquent Hugo Chavez. Donc, si ils appuient Hugo Chavez, c'est qu'ils seront obligés de pouvoir remettre en question les systèmes dans lesquels ils vivent. Or, ils en sont capables. Donc, la chose qui leur reste, c'est de pouvoir le critiquer et critiquer ce qu'il a pu mener comme œuvre. N'oubliez pas que ce monsieur-là s'est inscrit dans la perspective historique d'un autre grand monsieur du nom de Simon Bolivar pour pouvoir travailler à l'intégration politique de son pays. Il est allé à l'encontre de ce que les Européens ont fait parce qu'eux ont réussi d'abord l'intégration économique avant l'intégration politique et l'Europe est en train de connaître des difficultés sérieuses aujourd'hui parce qu'elle n'a pas réussi son intégration politique. Moi, je ne suis pas du tout surpris. Je ne serai jamais du tout surpris si, dans la presse occidentale, on présentait ce monsieur-là comme un démon. Mais quand vous écoutez un monsieur comme Michel Collomb, qui a un média alternatif, quand vous écoutez un monsieur comme Thierry Messon, qui a un média alternatif Voltaire, quand vous allez sur le site du Grand Soir, quand vous écoutez un monsieur comme Jean-Luc Mélenchon, ou quand vous écoutez celui que je venais de citer il n'y a pas très longtemps, François Asselineau, vous sentez que ces messieurs-là, qui connaissent leur Europe de plus près, ont un autre discours sur l'Amérique latine. Ils respectent, oui. Monsieur Mbelou, sur les 15 élections auxquelles Hugo Chavez et son parti ont participé, il en a remporté 14. Est-ce là les despotes que les médias occidentaux veulent présenter au reste du monde? Et moi, je vous poserai une question. Citez-moi un seul pays occidental où un dirigeant a su avoir un score aussi élevé que Hugo Chavez après un seul mandat. Sarkozy, en France, n'a pas pu avoir un deuxième mandat. C'est pour vous dire que ces critiques n'ont pas du tout de fondement. Quand on examine l'œuvre d'Hugo Chavez de plus près, on peut voir qu'il y a des failles.
mais que ce monsieur-là ait réussi à lutter contre l'analphabétisme, que ce monsieur-là ait réussi à lutter contre la pauvreté, ça, ce sont des faits que certains occidentaux, certains Européens qui sont allés sur place au Venezuela, lui reconnaissent. Vous avez à lire le livre de Michel Collomb intitulé Les 7 péchés d'Hugo Chavez pour comprendre l'attitude des Occidentaux. Hein, Monsieur Étienne Rando, n'oubliez pas que pendant très longtemps, l'Amérique latine avait été considérée comme l'arrière-cour des USA et que l'Union européenne est une colonie des USA. Donc, l'Union européenne ne peut pas tenir un discours différent de celui que tient son maître, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Et il y a un article très important publié par l'épouse de François Mitterrand, Danielle Mitterrand. C'est une interview qu'elle a réalisée et elle affirme dans cette interview-là que les États-Unis ne sont pas une démocratie, que la France n'est pas une démocratie et que les rares expériences de démocratie qu'elle a pu faire, elle les a faites dans les pays d'Amérique latine. Donc il y a Hugo Chavez, il y a Rafael Correa, il y a Evo Morales. Et Rafael Correa vient de remporter une deuxième élection en Amérique latine. Il y a le président brésilien qui a laissé sa place à sa dauphine Dilma, qui fait du bon travail. Il y a tous ces pays-là qui ont compris qu'ils pouvaient se mettre au service de leur peuple. Oui. Mais M. Mbelou, cette attitude des médias occidentaux ne devrait-elle pas nous pousser, nous Congolais, à avoir un peu plus des reculs face à ce qu'on peut appeler une espèce de lobotomisation que l'Occident veut faire de notre imaginaire, et qu'on pourrait par exemple apprendre à écouter plus de nos compatriotes comme vous, comme Anissé Moubé ou Mwamba Chibangu par exemple? Oui, c'est une voie. C'est une voie, mais n'oubliez pas que, monsieur Tenlando, n'oubliez pas que le poids de l'hégémonie culturelle est trop lourd. Hein? Vous vous imaginez que nous avons été éduqués depuis l'école primaire pour la plupart jusqu'à l'université, nous avons été éduqués dans cette hégémonie culturelle-là. Et de temps en temps, quand je parle des minorités organisées et agissantes, je fais allusion à nos compatriotes qui ont compris ce que vous êtes en train de dire maintenant. Mais, n'oublions pas que même dans les pays occidentaux, dans les pays européens, il y a des minorités organisées et agissantes avec lesquelles notre lutte doit pouvoir être internationalisée. Je vous parle de François Asselineau, je vous parle de Laurent Louis, je vous parle des médias alternatifs comme celui de Michel Blanc ou de Thierry Messon ou Le Grand Soir. Ce sont là des compatriotes du monde, des citoyens du monde qui ont compris que l'internationalisation de la lutte des peuples est indispensable à l'avènement de notre monde. Il y a un autre intellectuel très respectable en Occident aujourd'hui, que j'aime beaucoup lire, c'est Ricardo Petrella. Quand vous allez vers ces intellectuels-là, vous avez un autre discours que celui qui est souvent dans les médias dominants. Aujourd'hui, nous avons intérêt à pouvoir redécouvrir nos intellectuels africains. Voilà pourquoi moi je recommande que nous puissions réapprendre à relire les gens comme les François Fanon, les gens comme les Kwame Nkrumah, les gens comme les Sékou Touré, les gens comme les Lumumba, mais aussi aller vers ces citoyens du monde qui sont en train d'abattre un travail titanesque dans l'approfondissement des modes de fonctionnement de leur société. J'ai cité tous ces gens-là, sans oublier monsieur Noam Chomsky, et dernièrement, je vous ai encore cité un monsieur très très important qui fait un travail remarquable au Canada, Peter Dalston, qui a écrit La route
vers le nouveau désordre mondial. Aujourd'hui, nous avons une littérature, une documentation qui peut nous pousser, nous convaincre que la lutte que nous menons dans nos pays au sud est aussi menée au nord par des minorités organisées qui sont pour l'internationalisation de cette lutte. Nous n'avons pas à nous renfermer sur nous-mêmes. Nous avons à nous ouvrir davantage au monde, à apprendre à cibler ces citoyens qui ont un nouveau discours qui va dans le sens de l'émancipation de notre pays, de nos pays, de l'hégémonie culturelle occidentale, de l'impérialisme et du néocolonialisme. Ah, très bien, merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, M. Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.